RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national et porte-parole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, hier, Jordan Bardella a présenté son programme. Une polémique a rapidement surgi, celle concernant les binationaux qui ne pourront plus accéder à des emplois, je cite, extrêmement sensibles. Est-ce que les binationaux, selon vous, sont des Français de seconde zone ? Non, il ne s'agit pas de dire que ce sont des Français de seconde zone, mais il s'agit de protéger des informations potentiellement sensibles. Mais il s'agit aussi de protéger nos propres, je dirais, employés binationaux qui seraient... Mais ça concerne qui en fait? Parce que c'est ça qu'on en fait, n'a pas trop compris. Ça concernerait des personnes ayant des fonctions dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, parce qu'il ne s'agit pas d'une mesure de défiance vis-à-vis de ces employés-là, mais il s'agit aussi d'éviter qu'ils soient exposés à des risques de chantage. Si vous avez, par exemple, des services de renseignement de pays pas forcément amis, qui essaient d'exercer un chantage sur eux, si vous avez une partie de leur famille qui se trouve dans un pays qui n'est pas forcément amical vis-à-vis de la France, il y a ce risque qu'ils aient à faire un choix absolument impossible. Donc c'est aussi pour les protéger. Mais dans la mesure, pour l'instant, on ne sait pas qui serait concerné. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose comme l'insinuation, en quelque sorte, que les binationaux ne seraient pas dignes de confiance, que leur loyauté à l'égard de la France serait sujette à caution? Non, c'est comme je le dis, c'est aussi pour les protéger. Bon, après, il y a différentes... situation de binationalité. Vous avez parfois, vous voyez par exemple dans le domaine de la sécurité ou de la défense, il y a des documents qui sont classifiés, dont l'accès est donc restreint. Il faut avoir une habilitation particulière qui peut être confidentielle, qui peut être secret, bon, etc. Il y a toute une hiérarchie. Vous avez par rapport à des organisations internationales comme l'OTAN ou comme l'Union européenne, vous avez des documents qui sont classifiés à un certain niveau et qui sont en fait distribués dans tous les pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN. Donc ça veut dire que des binationaux qui seraient français et une nationalité d'un autre État de l'Union européenne ou une nationalité de l'OTAN ne se trouveraient pas face à ce risque d'être instrumentalisés par des services de renseignement étrangers, éventuellement inamicaux. Alors, Jordan Bardella veut supprimer le droit du sol, restreindre les aides sociales aux seuls Français, durcir le regroupement familial. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être à un moment, de vous heurter eh bien, à la mise en œuvre et puis au mur de la constitutionnalité, j'y arrive, et juridique? Alors, pour ce qui est de la lutte effectivement contre l'immigration illégale, qui est l'une des trois priorités que nous mettrons en œuvre dès l'été, si Jordan Bardella est Premier ministre, nous procéderons par des lois. Et en matière d'immigration, nous commencerons... Quand vous dites des lois... En tout cas, par le... Une loi par sujet ? Non, mais par l'instrument législatif, c'est-à-dire la voie législative, c'est-à-dire ce qui peut être voté par l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et nous avons également des mesures en matière de lutte contre l'immigration illégale qui ont été déclarées anticonstitutionnelles à la fin de l'année 2023 dans le projet de loi qui avait été partiellement, annulé par le Conseil constitutionnel, mais uniquement pour des motifs de forme. Donc nous veillerons à reproposer ces mesures dans les formes qui ne permettent pas la censure. Après, sur le fond, par exemple sur le droit du sol,
ce sera une loi à portée générale. Mais ce que nous voulons éviter... À portée générale, c'est-à-dire que nous allons en tout cas, nous concentrer sur les axes essentiels. Nous ne voulons pas que des personnes puissent devenir françaises presque par hasard, presque par accident, presque sans le vouloir. Et nous ne voulons pas non plus que cette immigration illégale de fait puisse ensuite instrumentaliser notre droit de la nationalité pour finalement produire, on va dire, des enfants ou des parents d'enfants français. Il y a beaucoup de méfiance quand même. Hein, mais... Ouais. Non, il y a la volonté de reprendre en main le destin de la France. Est-ce que toutes ces mesures, Fabrice Leggeri, ne renvoient pas finalement à la préférence nationale du Front national de Jean-Marie Le Pen, que vous prétendez pourtant avoir abandonné au profit de la priorité nationale désormais? Mais au fond, est-ce que c'est pas le même pot de confiture avec une autre étiquette? Non, parce que en réalité, si on essaie de... J'ai dit confiture, j'aurais pu dire moutarde. Non. Je précise parce que ça peut être interprété, donc moutarde, confiture. En tout cas, non, ce n'est pas de même nature. Parce que, en fait, si on réfléchit à ce qu'est un État et à ce qu'est un pays, il est normal que les dirigeants d'un État veillent prioritairement à l'intérêt de leurs ressortissants. Et il est normal que le fait d'avoir la nationalité d'un pays produise une situation différente par rapport à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ce pays. Ce sont des droits, ce sont aussi parfois des obligations. Donc, en réalité, nous souhaitons prendre conscience qu'être français, ce n'est pas simplement avoir ses papiers, comme on entend dire parfois des ONG pro-immigration ou des groupes de personnes qui disent « il n'a pas encore ses papiers », pour dire il n'a pas encore la carte d'identité française. Avoir la nationalité, être citoyen d'un pays, c'est très important. Il y a un degré de solennité, mais aussi d'adhésion à la valeur de la République française, mais aussi à notre mode de vie. Une question sur les OQTF, sur les obligations de quitter le territoire français. Le gouvernement actuel et les précédents se heurtent tout le temps au même problème, qui est que les pays ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Comment vous changez le levier? Parce que derrière tout ça, il y a le sujet diplomatique. Il y a les accords sur le terrorisme, notamment avec d'autres pays. Donc comment vous faites pour tordre le bras à ces pays-là? Il peut y avoir tout d'abord des... Je rappelle, vous avez été président de Frontex. Hein. Oui, il peut y avoir... Alors, je pense que pour avoir vraiment une politique totalement, je dirais, englobante, qui englobe tous les sujets, il faut gérer ses frontières, contrôler ses frontières de manière ferme, pour montrer, mais ça nécessite aussi au niveau de l'Union européenne, qu'il y ait une reprise en main du contrôle des frontières. Parce que tant qu'on ne montre pas que l'on veut contrôler ses frontières et qu'on est sérieux en le disant, eh bien, on n'est pas non plus pris au sérieux dans la négociation sur les laissez-passer consulaires. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui touche à la crédibilité diplomatique dans les négociations et peut-être parfois un peu les bras de fer. Ensuite, il y a des transferts financiers très importants qui sont envoyés par des migrants qui ne sont pas toujours en situation légale en France. Et donc, il ne faut pas s'interdire d'envisager, d'interdire ou de limiter ces transferts financiers, parce que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, ça représente 10 à 15% du PIB Fabrice national. Leggeri, en quelques secondes, est-ce qu'il est raisonnable de confier éventuellement le gouvernement de la France à un jeune homme de 28 ans? La valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, bon. Et les Djihadistes, c'est bien Cette réponse était un peu attendue. Les Djihadistes, c'est bien français? Non, mais on a terminé. Ah bah non, mais laissez-le répondre. C'est un nom d'origine italienne, du nord de l'Europe. C'était un arrière-grand-père qui était arrivé en Alsace à l'époque où elle était allemande, avant 1914. Merci beaucoup. Fabrice Leggeri, merci. Puisque vous le savez, nous sommes en ce moment dans un dispositif spécial lié aux élections législatives, et nous allons immédiatement accueillir notre deuxième invité qui va nous rejoindre, qui est en train de parcourir les quelques mètres qui la séparent. Vous êtes en train de meubler, là. Et monsieur Leggeri, je vais vous inviter à céder votre place à Olga Givernet, donc qui va nous rejoindre. Merci. Voilà, Olga Givernet, merci. donc merci de vous installer. Vous êtes députée sortante de Renaissance, donc le parti présidentiel. Merci d'être avec nous. Première question, est-ce que Emmanuel Macron est un homme seul lâché par les siens ?
Écoutez, Emmanuel Macron a une majorité qui est aujourd'hui sur le terrain, puisque beaucoup de députés sortants se représentent. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils ont un bilan. Nous avons un bilan, puisque j'en fais partie sur mon département de l'Ain. Et nous souhaitons poursuivre l'action. Alors, très certainement différemment, parce qu'on a bien entendu... Non, on a bien entendu la volonté des Français c'est ce qu'on entend sur les marchés. Alors oui, il y a un énervement. Il y a un énervement vis-à-vis du président de la République. Une incompréhension aussi qu'il a voulu lever avec la lettre qu'il a pu adresser aux Français. Nous, l'intérêt, l'objectif, c'est évidemment de faire valoir et ce bilan et cette volonté de poursuivre au sein d'un bloc central avec des personnalités politiques. On les connaît, Yael Braun-Pivet, Gabriel Attal, et également Édouard Philippe, qui se regroupent dans ce groupe ensemble. Olga Givernet, est-ce que vous pensez, comme certains le disent d'ailleurs, que actuellement, moins on l'entend et moins on le voit, Emmanuel Macron, mieux c'est pour vous? Écoutez, Emmanuel Macron a fait porter sa voix, mais je crois qu'il a aussi dit je dissous l'Assemblée, donc je vous laisse reprendre un peu la main. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Vous lui en voulez ou pas? Non, parce qu'en fait, c'était une décision qui était en maturation. On le savait d'ici l'automne que ça devait arriver potentiellement. On ne voulait pas rentrer dans une phase de 49-3. Ça est arrivé peut-être un peu abruptement et je crois que beaucoup d'entre nous avaient déjà réfléchi. Donc moi, le soir même, j'ai réannoncé ma candidature. Et l'objectif maintenant, c'est de se dire comment on se réorganise ensuite pour avoir une assemblée qui fonctionne et un gouvernement de coalition. On va en parler. Les sondages, évidemment, vous les regardez forcément dans une situation comme celle-là. Ils sont assez préoccupants pour vous. Le RN et le nouveau Front populaire sont en progression constante depuis des semaines, tandis que vous, ensemble, c'est le nom, vous êtes sur une pente descendante. On stagne. Vous stagnez ou vous descendez. Mais enfin, c'est vrai que c'est marginal, mais enfin bon. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas en train de livrer un combat dont vous savez intimement qu'il est déjà perdu? Alors, il y a des circonscriptions qui vont être gagnées, il y a peut-être d'autres circonscriptions qui vont être perdues. On est issu de sondages, mais on est aussi sorti d'un scrutin national pour les européennes. Donc là, je crois qu'on veut aller voir lorsque nous sommes implantés, ancrés dans notre territoire, où il y a eu des choses de fait déjà par la majorité que nous étions, et bien de voir si on peut convaincre de nouveau que ce bloc central est la solution pour le pays. Et puis les Français auront entre la main cette responsabilité de nous le dire, de savoir si le candidat sortant représente exactement la circonscription. Il y a des circonscriptions rurales, d'autres plutôt urbaines. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire valoir une certaine continuité, parce qu'il y a des choses engagées sur les questions énergétiques, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, et d'ailleurs Gabriel Attal porte certaines mesures phares. Mais l'objectif aussi, c'est de savoir comment on arrive à organiser une coalition la plus large possible pour éviter, au moment de l'Assemblée nationale et du vote du budget, ces motions de censure et de balayer le gouvernement. Et justement, si Jordan Bardella n'a pas la majorité absolue, il n'ira pas à Matignon. Donc on risque effectivement de se retrouver dans une situation où personne ne peut gouverner, en vérité. Est-ce qu'il faut construire une majorité avec plutôt ce que certains appellent la gauche raisonnable, le PS avec Glucksmann, Hollande, ou plutôt aller faire la manche à droite? Alors je crois qu'il va falloir le faire le plus large possible. Je crois même qu'il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont une expérience de gouvernants qui sont capables de travailler ensemble et de pouvoir constituer ce gouvernement. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux avec toutes ces personnalités que les Français ont quand même identifiées. Ils ont confiance en eux. Moi, je le souhaite. En tout cas, en tant que futur parlementaire, je le souhaite de nouveau. Et de pouvoir, en fait, proposer ces compromis. C'est la culture du compromis. On la voulait en proposant notamment la proportionnelle aux législatives, la proportionnelle partielle aux législatives. Oui, mais la classe politique est un peu en retard, je trouve. Les Français sont plus en avance. Je crois qu'ils ont une attente vis-à-vis de leur classe politique, de pouvoir travailler ensemble, travailler dans un cadre républicain. Moi, je crois encore que les Français le souhaitent. En revanche, ils attendent de nous qu'on puisse travailler ensemble. Cette précédente mandature, 2 ans, où il a fallu s'habituer à être une assemblée diverses, à trouver des compromis. Et on l'a fait, puisque un certain nombre de textes, même pratiquement tous les textes ont été votés
sauf les textes budgétaires. On était sur la fin de vie au moment où nous avons quitté l'Assemblée nationale, qui ne s'annonçait peut-être pas simple, mais en tout cas, on pouvait y arriver. Donc, je crois qu'au niveau du gouvernement, on est aussi capable de faire Emmanuel Macron a évoqué hier le scénario de la guerre civile si le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin, lui, a évoqué le risque de violence à l'issue des scrutins des 30 juin et 7 juillet. Est-ce que ça n'est pas la stratégie du moi ou le chaos, finalement? C'est-à-dire, nous sommes les raisonnables, n'allez surtout pas ailleurs, sinon c'est dangereux, y compris pour l'état du pays, la santé du pays, quoi. Moi, je le sens sur le terrain quand je vais à la rencontre dans les marchés, à la sortie des écoles. Et surtout sur les personnes qui sont prêtes à aller voter aux extrêmes, qu'ils se retiennent, qu'ils attendent en fait le moment fatidique où l'annonce des résultats sera là pour pouvoir lâcher ce qu'ils ont à dire. Et on le voit bien, hein, même vis-à-vis de nous, il y a une certaine tension. Et évidemment, là, on ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas passer pour les méchants. Mais je n'ai aucun doute qu'au lendemain des élections, il va y avoir une expression, d'une manière ou d'une autre, d'un rejet ou le fait de se lâcher complètement si certains pensent avoir le pouvoir. Donc moi, j'en appelle aux Français à faire très attention qui sont leurs candidats. Quand on se cache, quand on est LFI et qu'on se cache derrière une bannière du Front populaire, il faut le savoir, parce qu'on les a vus faire le bazar à l'Assemblée nationale. Toujours sur le même sujet, un sondage Odoxa pour Public Sénat indique que entre ceux qui le souhaitent et ceux que ça n'inquiète pas, 57% des Français sont prêts à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Est-ce que ça n'est pas la démonstration que cette stratégie de la peur ne fonctionne pas ? Je pense que c'est la démonstration qu'on a eu tendance à oublier. Et malheureusement, on l'oublie de ce qui a pu se passer dans notre histoire. Oublier l'histoire, de remettre au pouvoir des personnes qui sont radicaux. Quand j'entendais tout à l'heure sur le plateau, juste avant moi, la question des binationaux, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Moi, je suis à la frontière. Donc, quand on parle de double frontière, eh bien, c'est de réinstaurer en fait un contrôle automatique lorsqu'on est frontalier. Ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que les Français ne se rendent pas compte que ces propositions-là, eh bien, elles ont une conséquence sur leur quotidien. Et malheureusement, pour l'instant, ce sont des promesses. Hein. Oui, mais certains disent malheureusement, on n'a jamais essayé. Alors, donc, on va essayer le pire. Moi, je crois qu'il faut être très vigilant à cela et de savoir et de se rappeler ce que c'est. Alors, il nous reste peu de temps. Très rapidement. Des personnalités de gauche comme Elisabeth Badinter, Manuel Valls, Cazeneuve ont signé une tribune dans Le Monde pour dire que leur voix ne se portera ni sur l'Assemblement national, ni sur LFI, donc le retour du Nini. Voilà, quand d'autres, comme Dominique Strauss-Kahn, assurent qu'il est préférable de faire barrage au RN en votant LFI, pour vous, quelle est la meilleure martingale? On peut voir le bloc de gauche qui s'organise pour justement peut-être écarter LFI. Ils ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon, mais essayer de récupérer quand même la possibilité de faire barrage contre le Rassemblement national. Pour moi, c'est ni LFI, ni Rassemblement national. Merci Olga Givernet. Merci Frédéric, merci à vous. Merci Roselyne. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, à très vite. Pourquoi on pourrait jouer au tennis et pas jouer au judo? On peut même jouer à gagner ou à battre les records. Ce n'est pas un hasard si ça s'appelle les Jeux. Décathlon, partenaire officiel de Paris 2024. The Avignon Theatre Festival is 40 official production. المتطوعون يحاولون